Est-ce que toi, tu pourrais accepter de te mettre en couple avec un homme qui gagne moins que toi, financièrement parlant? Moi, personnellement, non. Tu peux lui acheter ses vêtements, ses baskets? Bien sûr, il n'y a pas de problème parce qu'il l'a fait pour moi pendant des années. D'accord. La première affirmation, c'est quoi? L'homme noir donne plus de valeur et de considération aux femmes des autres communautés. Parce que je me rappelle, il y a une fille qui m'a dit, des fois je vois des hommes noirs et je ne sais même pas si je suis leur style, s'ils aiment la femme noire, en fait. Ouais. Pour moi, ce genre de questions Il ne devrait pas se poser. ne devrait pas se poser, en fait. Bonjour à tous et bienvenue sur Move to Africa. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'une invitée exceptionnelle. Elle va se présenter tout à l'heure. Nous parlerons ensemble du Black Love. J'ai constaté que dans la diaspora africaine, il y a beaucoup de mamans solo. Certains disent que les hommes noirs préfèrent les femmes blanches. Dès qu'un homme noir perce, il oublie les femmes de la communauté et il va vers les femmes noires. Et par rapport à tout ça, par rapport aux difficultés de trouver l'amour dans la diaspora africaine, j'ai décidé d'inviter une invitée exceptionnelle. Elle est coach, elle a fait des études poussées. Je la laisse se présenter pour vous. Restez branchés et écoutez bien jusqu'à la fin. Parce que ici, on parlera sans tabou. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs? Donc, je m'appelle Lisiane Poda. Je suis consultante en transformation digitale. On aide les entreprises à mettre en place des outils digitaux dans le secteur financier pour les aider dans tout ce qui est consolidation des comptes, planification financière, reporting, etc. En parallèle, je propose des cours de coaching en développement personnel, coaching love, etc. Ah, coaching love aussi Oui, et tout ça? coaching love. Ah, c'est super. Voilà, donc tu es vraiment bien placé pour cette interview. Ok, et ça fait combien de temps que tu vis dans la diaspora? Parce que nous parlerons du Black Love, mais plus axé diaspora au fait. Ça va faire à peu près 10 ans que je vis dans la diaspora. Donc, je suis burkinabé d'origine, mais j'ai grandi au Sénégal. Donc, à mes 18 ans, je suis allée au Canada et ensuite, je suis venue en France. Parfait, donc tu es complètement légitime de parler du Black Love, quoi. C'est ça. Ok, et à ton avis, commençons tout de suite. À ton avis, est-ce que c'est facile de trouver l'amour en France? En France, je ne sais pas, mais à Paris, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'à Paris, on a cette vie à 100 à l'heure. Et je pense aussi que c'est très difficile non seulement de faire des rencontres dans la même communauté que nous, mais aussi des rencontres entre frères africains tout court. Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dispatché, tout le monde a son petit train de vie, c'est pas du tout évident de se croiser, même quand tu veux croiser quelqu'un, tu es dans le métro, c'est pas forcément propice à la discussion. Y a beaucoup d'hommes qui ont fait la remarque comme quoi c'est un peu difficile d'aborder des femmes noires. On y vient. Oui, vas-y. Parce qu'on a l'air un peu fâché dans le métro. C'est là que je voulais en venir. Parce qu'en fait, les hommes noirs disent qu'on ne drague plus la femme noire parce qu'on a trop de râteaux. Il y a trop de râteaux. Tu essayes une fois, deux fois, trois fois, tu te fais rejeter d'une manière très violente. Tu arrêtes, tu n'oses plus. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est l'environnement qui n'est pas propice, en fait. Parce qu'en Afrique, on a un train de vie qui est un peu plus chill, on va dire ça comme ça. Tu es dans la maison familiale avec tes parents, les tâches ménagères, des fois tu as une femme de ménage qui s'occupe de ça, tu n'es pas tendu, tu te lèves le matin, tu as de quoi manger, etc. En Afrique? En Afrique. C'est pas tout le monde qui a de quoi manger, parfois c'est chaud. C'est vrai, c'est vrai. Mais ici, Mais c'est plus chill, il fait beau. Il fait beau, les gens sont agréables. Et ici, tu te lèves le matin, il y a des personnes qui vivent seules dans des studios. Tu dois faire la course pour te faire un petit truc à manger. Tu as soit le train ou le bus à prendre, tu dois aller en cours. Tu dois aller au travail, etc. Je pense que l'environnement n'est pas propice aux rencontres. Juste, j'aimerais préciser, j'ai dit que nous allons parler de Black Love, mais il faut savoir que le Black Love ne se limite pas seulement à un couple entre Africains ou Afro-descendants. C'est plus que ça au fait. C'est un concept qui prône la conservation des valeurs africaines et leur transmission aux générations futures.
Ok, donc nous continuons, Lydiane, dans cette interview. Est-ce que tu penses que les femmes de nos jours ne sont pas traditionnelles, mais veulent des hommes qui maintiennent leur rôle traditionnel? Je pense. Et je pense aussi que l'effet inverse est présent. Ok. Et il y a des hommes qui ne sont pas traditionnels et qui voudraient avoir des femmes traditionnelles. Ah. Donc je pense que ça va dans les deux sens. Et je pense que dans cette diaspora, il faut différencier en fait. Pour moi, il y a 3 types d'Africains à l'étranger. Il y a les Africains qui sont nés à l'étranger et qui ne connaissent rien de l'Afrique, qui n'ont jamais mis un pied en Afrique. Il y a les Africains qui, par exemple comme moi ou toi, on est né en Afrique, on a grandi en Afrique et à un moment donné, on est parti. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a la culture africaine en nous, mais on est aussi un peu hybride, on est moderne, on peut s'adapter. Et il y a la 3e catégorie, les blédards. C'est quoi cette catégorie? La catégorie, pour moi, c'est pas une insulte. Hein. Pour moi, c'est vraiment pour désigner une personne qui est née en Afrique. Dans son foyer, on parlait pas français, on parlait la langue maternelle ou paternelle. Il a fait des études dans une école publique dans son pays. Il a quitté son pays à un âge avancé, peut-être entre 20 et 25 ans. Pour moi, ça, c'est une personne qui est traditionnelle, culturelle, africaine. Africaine. Voilà. Et ça pourrait poser des problèmes. Par exemple, ce type de personne-là qui rencontre une personne, par exemple, qui est née ici. Mais si on prend la première catégorie, les femmes qui sont nées ici en France, tu penses qu'elles sont toutes modernes? Il n'y a aucune d'elles qui est traditionnelle? Non, il y en a qui sont traditionnelles parce qu'il y en a dans le foyer, la maman a instauré vraiment cette culture africaine. D'accord. Voilà, donc je pense que la maman ne parle pas bien français, donc c'est la langue qui se parle à la maison. Elle a appris à ses filles comment préparer traditionnellement, elle a appris à ses filles comment se vêtir, comment justement se comporter comme une femme africaine. Donc une fille qui est née ici peut se mettre en couple avec la 3e catégorie, un blédard. Oui, si elle a été éduquée à l'africaine. Mais pourquoi les hommes noirs réclament que les femmes noires d'Europe ne sont plus traditionnelles, mais elles veulent que l'homme soit traditionnel, qu'il prenne soin du foyer à 100%, mais elles-mêmes ne sont plus traditionnelles. Elles sont sur les réseaux. Moi, je connais aucune femme traditionnelle qui traîne sur les réseaux avec des photos post-bad on flic. Je suis désolé. Je pense que c'est la modernité, tout simplement. Parce que les femmes, aujourd'hui, on vit dans un monde moderne. Donc forcément, elles veulent se donner aussi, elles veulent s'adonner à ce jeu aussi. Est-ce que toi, tu pourrais accepter de te mettre en couple avec un homme qui gagne moins que toi, financièrement parlant? Moi, personnellement, non. Ah. Non. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir... l'homme qui te correspond, hein. Vraiment, il répond à tous tes critères. Juste financièrement, il est un petit peu en dessous de toi. Ça passe pas. Un petit peu en dessous, ça passe. Ok. Mais je veux dire, dans mes critères, j'ai vraiment besoin que mon homme soit plus que moi. Dans tous les domaines. Qu'il soit plus généreux que moi, qu'il soit plus apte à pardonner que moi. Parce que je pense qu'une femme doit être soumise à son homme. Et moi, je ne pourrais pas être soumise à quelqu'un qui ne m'apprend pas des choses. Je ne pourrais pas être soumise à quelqu'un que je n'admire pas. Parce que l'argent, c'est un outil, en fait. D'accord. C'est pas un dieu qu'on doit vénérer. L'argent, c'est un outil. Et donc, si tu es arrivé à un stade de ta vie où tu as de l'argent, ça veut dire que tu t'es créé une certaine discipline, tu t'es créé une certaine constance qui fait que tu as la tête sur les épaules. Les femmes qui gagnent beaucoup d'argent et qui préfèrent les hommes qui gagnent moins qu'eux. Par exemple, j'ai vu des femmes aller doter des hommes au pays. Tu penses quoi de ça? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ah, moi, je connais les affaires. Hein. Je suis pas au courant de ça. Ah, moi, je connais les affaires. J'ai vu des femmes, par exemple, organiser leur propre mariage, hein, mais faire comme si ça vient de l'homme. Ah, d'accord. Ouais. Ça, c'est différent. C'est-à-dire qu'elles vont se doter elles-mêmes. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Ouais. Mais au fait, elles donnent l'argent au gars pour que le gars fasse comme si c'est lui qui vient doter.
Mais en vrai, l'argent vient de la femme, toute la fête, c'est la femme qui a organisé. D'accord. Je connais plusieurs cas comme ça, quoi. Oui, Donc, oui, c'est des femmes qui aiment un peu être au-dessus de l'homme financièrement. Elles aiment ça. Oui. Tu penses quoi de cette situation-là? Moi, personnellement, ça ne me conviendrait pas. C'est hors de question, quoi. Non, ça ne me conviendrait pas. Mais pas hors de question parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain, tu vois. Aujourd'hui, ton homme peut être très prospère, etc. Demain, il peut arriver quelque chose. Moi, ça ne me dérange pas pendant 1, 2, 3 mois de prendre en charge le foyer. Il n'y a aucun problème. Mais il faut que tu te relèves. Je ne vais pas prendre indéfiniment les charges du foyer. Tu peux lui acheter ses vêtements, ses baskets? Bien sûr, il n'y a pas de problème parce qu'il l'a fait pour moi pendant des années. D'accord. Parlons maintenant des hommes noirs. Là, on était plus axé sur les femmes noires. Je vais te citer 2 affirmations et tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses. Et vous aussi, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport à tout ce qu'on est en train d'échanger. La première affirmation, c'est quoi? L'homme noir donne plus de valeur et de considération aux femmes des autres communautés. C'est quelque chose qu'on entend souvent, en fait. Oui. Voilà. L'homme noir dénigre ses sœurs, la femme noire, la femme africaine, mais il donne beaucoup plus de valeur et de considération aux autres femmes. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je suis d'accord avec cette affirmation. C'est dommage. Oui. C'est dommage. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin. D'accord. Oui, parce que quand on était jeune, par exemple, quand on grandissait, quand tu voyais les clips de musique, quand tu voyais les films, toujours la star était soit blanche, soit claire de peau, métissée. Ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire que le petit garçon, lui, il grandit comme ça et dans son idéal, il se dit que une femme, pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit blanche ou qu'elle soit métissée. Mais pas noire comme ma mère, pas noire comme ma sœur. Donc, tu penses vraiment qu'un homme noir, même si il est en face d'une femme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas d'éducation, elle n'a même pas le bac, elle est chiante, elle ne sait pas faire à manger et elle est juste claire de peau, elle est juste blanche ou d'une autre communauté, l'homme noir lui donnera plus des valeurs que sa sœur africaine noire de peau, mais qui a des valeurs, qui est éduquée, elle a des diplômes, elle sait faire à manger. Totalement. Ah oui? Totalement. Mais c'est grave ça. C'est très grave. Et justement, il y a eu une trend sur Twitter des hommes français qui... la trend, c'était « Tout est noir sauf nos meufs ». Voilà. Donc, c'est-à-dire que même la communauté maghrébine dit que les Noirs prennent leurs poubelles. Donc, ils sont conscients que juste pour se mettre avec une femme de peau claire, différente en tout cas de leur sœur, ils sont capables d'accepter des femmes de peu de valeur. Donc, deuxième affirmation maintenant, dès que l'homme noir perce dans la société, c'est-à-dire que dès qu'il augmente son statut social, il se met automatiquement avec une femme blanche. C'est une affirmation que je vois sur le net, sur des commentaires, sur les réseaux. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai pour toi ou c'est juste des chimères? Pour moi, franchement, ça dépend. Parce que je connais des hommes qui ont réussi, qui sont avec des femmes noires. Par exemple, LeBron James. Moi qui viens du Sénégal, je connais beaucoup de footballeurs sénégalais pro qui sont avec des femmes noires sénégalaises. Donc pour moi, ça dépend. Ça dépend vraiment parce que quand tu es à ton prime et que tu cherches une femme et qu'en face de toi, toutes les femmes noires, c'est des femmes qui soit veulent profiter de toi, soit n'ont aucune éducation. Et tu as à côté une femme blanche, bien éduquée, qui a l'air d'avoir des valeurs et qui va transmettre ces valeurs-là à tes enfants. Le choix, il est très clair en fait. C'est ce qu'on m'a dit aussi. On m'a dit la plupart des femmes noires, dès qu'elles se mettent avec un homme riche, la première des choses qu'elles vont faire, c'est l'emmener dans une boutique de luxe pour s'acheter des sacs. Alors que les femmes blanches sont plus stratèges. Elles attendent, elles vont plus bouffer, mais dans la durée. Exactement. Est-ce que c'est vrai ça aussi, que les femmes noires se précipitent un peu trop de pigeonner, si je peux l'appeler comme ça? Je pense que c'est vrai. Parce qu'en fait, je pense que nous, les femmes noires, on est un peu traumatisées, des hommes. C'est-à-dire que la place de la femme en Afrique n'est pas comme celle en France. C'est-à-dire que la femme, ici en France, est beaucoup plus considérée et protégée qu'en Afrique.
Donc, c'est-à-dire qu'en Afrique, en tant que femme, ton mari a tous les droits sur toi. Il peut te tromper, il peut te battre, etc. Il n'y aura pas de répercussions en tant que telle. Tu dois aussi te taire. Hein. Tu dois te tu taire, dois tu te dis taire, rien. tu dois ça, accepter. c'est vrai dans beaucoup de pays, ça. Oui, exactement. Donc, certaines femmes ont vu leur mère souffrir et elles se sont dit, moi, jamais, en fait. Un homme ne va jamais, en fait, me faire la même chose qu'il a fait à ma mère, à ma tante, à ma sœur. Donc, quand je vais avoir un homme, tout ce que je vais faire, c'est profiter de lui. Il ne va pas avoir mon amour, il ne va pas avoir ma considération parce que tous les hommes sont les mêmes. Moi, je pense qu'il y a ce traumatisme-là aussi chez la femme africaine. Et à un moment donné, tu essayes une fois, tu te fais tromper, tu essayes 2 fois, tu te fais arnaquer, tu essayes 3 fois, on t'humilie. La 4e fois, tu te dis non, moi aussi je vais faire. Commencer maintenant à profiter des hommes. Exactement, je vais profiter des hommes, je ne vais pas me cacher, je suis une matérialiste. Et alors, toutes les femmes qui ont ce discours-là, pour moi, ce sont des femmes qui sont blessées, profondément blessées. Les hommes doivent se rendre compte que les femmes ne sont pas des esclaves, en fait. La femme africaine en Afrique fait tout. Il y a l'homme aussi qui va chercher l'argent. Il va, on te dira ça, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui pourvoit en Afrique. Mais par exemple, dans les villages, la femme, c'est elle qui va au champ. C'est elle qui revient allaiter les enfants. C'est elle qui revient nettoyer la cour. Elle va chercher l'eau. Elle va faire ci, elle va faire ça. Qu'est-ce que l'homme fait pendant ce temps? Il est en train de boire le dolo dans le chapalodrome. Dans les villages reculés. Par Ça exemple, dépend des hommes après, ça dépend des familles. Ouais. Mais les femmes, elles font beaucoup plus. Je pense qu'il y a une Française, je ne me rappelle plus exactement c'est qui a dit que si l'Afrique doit émerger, ça va être par les femmes. Par les femmes. Par les femmes. Ok, d'accord, c'est parfait ça, c'est parfait. J'aimerais juste revenir sur un débat qui est axé sur la chevelure de la femme noire. Si l'Afrique doit émerger, c'est par les femmes. Mais on voit généralement les femmes noires, on a l'impression en tout cas que les femmes noires refusent de s'assumer en tant que femmes noires. C'est-à-dire qu'elles ont tendance à mettre des perruques, donc des cheveux qui ne leur appartiennent pas. C'est comme si la femme noire veut ressembler à la femme occidentale. Mais si l'Afrique doit émerger par la femme noire, je ne trouve pas que c'est un peu contradictoire parce que la femme noire dénigre sa nature, notamment par sa chevelure. D'accord. Bah ça, c'est... Enfin, moi, je parlais plus des femmes dans les villages. D'accord, ouais. Qui sont très travailleuses, etc. Parce que les femmes dans les villages n'ont pas ces artifices-là, en fait. Oui. Elles sont dans le réel. C'est quand tu vas dans les villes, maintenant. C'est ça, justement. Qu'est-ce que tu penses des femmes qui mettent plus de perruques que de garder leurs cheveux naturels? Pour moi, je pense que c'est un manque d'éducation. D'accord. On ne nous a pas éduqués sur la nature de nos cheveux, sur comment les entretenir, sur comment les coiffer. Et la facilité, c'est de faire des tresses et de mettre des perruques. Ouais. C'est la facilité. Maintenant, quand tu prends conscience que tu es en train de t'aliéner, en fait, parce que ce n'est pas toi, c'est de l'aliénation, je pense que ça met une claque. Ça met une claque et moi, si je vais prendre mon exemple, j'ai grandi en me défrisant les cheveux, en pensant que les cheveux lisses sont plus beaux et en ne connaissant pas la nature de mes cheveux. Donc, chaque fois que j'avais mes cheveux naturels, pour moi, c'était un fardeau. C'était un fardeau de m'en occuper. Je ne savais pas comment les coiffer. Je trouvais que c'était pas joli, ça rendait pas bien, j'arrivais pas à les plaquer. Non. C'est dur à démêler, c'est trop de travail. Ça fait mal. C'est ce qu'on me dit généralement. J'ai mis des perruques parce que c'est du travail d'entretenir des cheveux naturels. Exactement. Ouais. Et le défrisage a commencé très très tôt. Donc moi, ça a commencé, je pense que je devais être au primaire. Donc, ah ouais? Ah oui, pour ma première communion. Ça a été la première fois où je me suis défrisé les cheveux. Je devais avoir... Avec quel âge à peu près? J'étais au CE2. Ok. Donc CE2, on va dire, tu avais moins de 10 ans? Moins de 10 ans, exactement. Et c'est la première fois que je me suis défrisé les cheveux. J'étais tellement contente. Ah oui. J'étais heureuse. Et ça a continué comme ça jusqu'à mon adolescence où moi-même, j'ai pris en charge le traitement de mes cheveux. Et là, ça a été une catastrophe.
Tout simplement parce Qu'est-ce que tu faisais comme traitement? Parce que j'utilisais des défrisages chaque 2 semaines, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Exactement, parce que dès que j'avais des petites repousses, je ne supportais pas parce que je n'arrivais pas à me peigner. Je ne savais pas que l'élément phare des cheveux afro, c'est l'eau. Et nous, on nous a appris à mettre de l'huile. Donc, c'est problématique en fait. Ok, donc manque d'éducation. Manque d'éducation. Oui. J'ai une mère qui avait des cheveux, enfin qui a des cheveux, mais elle-même ne sait pas s'occuper. Elle a des cheveux naturellement. Des longs cheveux? Des longs cheveux naturels, comme un peu les peuls. Oui, je vois. Oui. Donc, elle-même, elle s'est dit, mes enfants n'ont juste pas de cheveux en fait. Parce que vu que je défrise, ça se casse, ça ne pousse pas, je n'arrivais pas à dépasser cette longueur-là. Des épaules. Des épaules. Donc, il n'y avait pas de débat, c'était comme ça parce que je devais même être contente parce qu'il y a des gens qui n'avaient même pas mes cheveux. Donc, manque d'éducation. Manque d'éducation. Donc, l'élément phare, c'est l'eau pour les cheveux afro. Pour les cheveux afro, c'est pas l'huile. On ne doit pas mettre des beurres et penser qu'on a hydraté ses cheveux. Non. Mais comment tu as pris conscience qu'il faut changer? Comment tu as appris à bien faire? Parce que, comme on en parlait tout à l'heure, le documentaire que j'ai regardé. Rappelle le documentaire là sur les mannequins, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc, c'est une production de chaîne américaine, je pense, qui est allée en Afrique de l'Est, en Éthiopie, pour montrer un peu au monde la beauté de la femme noire, notamment en Afrique de l'Est. Parce que selon eux, elles ont des traits qui sont considérés comme parfaits. Donc elles ont les traits fins, elles sont élancées, elles ont des formes, elles ont des cheveux frisés. Donc une occidentale a interviewé une Éthiopienne et lui a demandé pourquoi vous n'êtes pas comme les autres femmes d'Afrique, c'est-à-dire avec des tissages, des perruques, pourquoi vous vous éclaircissez pas la peau avec des produits nocifs. Et elle a répondu, parce que nous, on n'a pas été colonisés. Ça fait mal. Répète. Parce qu'on n'a pas été colonisés. Une Éthiopienne qui répond ça. Une Éthiopienne qui a répondu ça. Elle a dit ensuite, on ne veut ressembler à personne parce qu'on n'est pas complexé, on n'a pas été colonisé. Et tout le monde sait que l'Éthiopie fait partie des rares pays d'Afrique qui n'a effectivement pas eu la domination blanche comme nous. Donc sa réponse m'a vraiment mis une claque. D'accord. Et tu as pris conscience. J'ai pris conscience que nous, on se dit qu'on met des perruques parce que c'est plus... c'est plus pratique, c'est pas qu'on s'aliène, c'est pas qu'on se refuse, c'est juste pour le quotidien, ça nous arrange. Exactement. C'est ce que disent les femmes noires qui mettent des perruques. Mais même moi, je m'assume, mais je mets une perruque, question de pratico-pratique. Même moi, je l'ai dit. Mais le problème, c'est que quand tu vas enlever cette perruque-là, ce qu'il y a sous tes cheveux, enfin, ce qu'il y a sous la perruque, l'état de tes cheveux, c'est même pas des cheveux. C'est des tresses qui datent de plusieurs mois, c'est sec, il n'y a pas d'hydratation, il n'y a pas de soins. Pourtant, ta perruque coûte 1 000 €. Est-ce que tu vois le... Par là, tu veux dire que les femmes noires n'aiment pas leurs cheveux, Moi, je pense qu'en fait, on n'assume pas. Tout simplement, parce que j'ai vécu ça pendant de très longues années. Moi, ça date de 2014 que j'ai vraiment pris conscience qu'il faut que je prenne soin de mes cheveux. Et c'est là où je t'expliquais justement que j'étais au Canada avec le temps, etc. Tous mes cheveux sont tombés et j'ai décidé... Il faisait froid? Il faisait extrêmement froid. Et le vent, avec le fait que j'ai des cheveux qui sont très secs et abîmés, ont fait que mes cheveux n'ont pas tenu. C'est tombé. Et c'est à partir de ce moment-là, vers 2015-2016, que j'ai pris la décision de porter mes cheveux naturels, mais sous des perruques et sous des tissages. D'accord. Voilà, donc j'avais mes cheveux naturels sous des tissages et des perruques et j'ai pris conscience que déjà, ça poussait très rapidement. Ok. Et en plus de ça, j'avais pas forcément besoin de me défriser pour m'aligner mes cheveux, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis plus penchée sur la question et de fil en aiguille, j'ai eu des informations qui m'ont permis de prendre soin de mes cheveux. Et là, franchement, tu as une bonne longueur, là. Ouais. Oui, voilà. Okay. C'est possible. C'est possible. C'est juste une question d'éducation. On n'a pas tous le même type de cheveux. Certaines ont des cheveux plus secs, d'autres ont des cheveux plus rêches. Ça dépend. Il faut savoir quel
quelle est déjà ta porosité. Ta porosité, c'est si tu as besoin de beaucoup d'eau ou de moins d'eau, si tu as besoin d'une crème qui est un peu plus onctueuse ou une crème qui est un peu plus liquide. Il y a beaucoup, mais concrètement, aujourd'hui, là, est-ce que tu veux nous dire que tu mets plus du tout des perruques ou de temps en temps tu en mets quand même? Parce que certaines femmes vont te dire que quand tu mets pas des perruques, personne ne vient te draguer. Les hommes ne te regardent même pas. Voilà, les hommes noirs, ils sont les premiers à se plaindre que la femme noire n'assume pas ses cheveux, mais c'est aussi les premiers à ne pas regarder la femme noire quand elle n'est pas perruquée. C'est vrai. Donc toi, aujourd'hui, est-ce que tu continues à mettre des perruques ou pas du tout? J'ai fait 3 ans sans mettre de perruque, tresse, faux cheveux, tout. Parce que j'avais besoin de connaître vraiment mes cheveux, de faire les soins nécessaires et de voir la pousse en fait. Donc j'ai fait 3 ans sans mettre de faux cheveux. Après, j'ai commencé à travailler. Ça a commencé à être un peu plus compliqué. Le monde professionnel. Voilà, le monde professionnel. Parce que j'ai une longueur assez conséquente. Pour démêler, ça prend du temps. Moi, si je veux porter mes cheveux naturels, je veux les porter correctement. C'est-à-dire que quand je me présente dehors avec mes cheveux afro, je veux que ce soit bien représenté. Donc, je veux que ce soit parfait, bien tiré, le chignon, etc. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ce que j'ai fait, c'est que très récemment, j'ai acheté une perruque, mais à la texture de mes cheveux. C'est pas une perruque lisse, c'est pas une perruque indienne 30 pouces, non. C'est une perruque qui ressemble à mes cheveux et que je mets de temps en temps, pas tous les jours, les jours où je n'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux. C'est un dépannage. D'accord, d'accord, on a bien compris. Merci en tout cas pour cet exposé sur les cheveux afro. Ça fait énormément plaisir. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent à la maison, qui ont des connaissances sur les cheveux afro et qui préfèrent voir la femme africaine en naturel, mais ils n'osent pas parler parce qu'ils ont peur qu'on va leur lyncher en public, qu'ils vont se manger des mauvais commentaires. Moi, avec cette chaîne, j'ai vraiment envie qu'on puisse réveiller la communauté et qu'on puisse émerger ensemble. Et la première des choses, c'est d'abord la prise de conscience, au fait. On doit s'aimer nous-mêmes et qu'on puisse arrêter l'aliénation, comme l'a si bien dit Lisiane. On va maintenant revenir sur le Black Love. Déjà, j'ai une remarque. Pour moi, le Black Love, c'est dommage. C'est dommage. Ça n'a pas lieu d'être parce que pour moi, c'est une trend. Tu vois? Un effet de mode. C'est un effet de mode. Parce que tu n'entends pas Arab Love, tu n'entends pas Indian Love, tu n'entends pas Mexican Love. Pourquoi on doit avoir cet effet de mode pour que les gens prennent conscience qu'il faut se mettre avec une personne noire comme moi? Parce que je me rappelle, il y a une fille qui m'a dit des fois, je vois des hommes noirs et je ne sais même pas si je suis leur style, s'ils aiment la femme noire, en fait. Pour moi, ce genre de questions ne devrait pas se poser. Ne devrait pas se poser, en fait. Parce que d'abord, ta propre communauté et ensuite les autres. Pas les autres et peut-être si elle est bien. Donc, toi, tu penses que les hommes noirs datent plus les femmes des autres communautés, en France, par exemple? En France, oui. Mais peut-être pas pour des bonnes raisons. Parce que j'ai des amis qui disent que les femmes noires sont un peu difficiles à draguer. Ça, cette question-là. Voilà. Ça revient souvent quand même. Un peu difficile à draguer, mais aussi ne se donnent pas facilement. Donc, pour eux, c'est une perte de temps. Par exemple, ils peuvent être... C'est quand même des excuses, moi, je pense. Tu penses? Ouais, c'est vraiment des excuses. Parce que... difficile à draguer. Oui, parce que par exemple... Quelle femme est facile à draguer? Non, mais par exemple, si toi, tu as des intentions, tu vois, une femme noire qui vient d'Afrique ne se donne pas comme ça facilement, tu vois. Par exemple, il y a des amis qui m'ont dit, eux, ils peuvent être en soirée comme ça et c'est les blanches qui viennent les draguer. Oui, non, mais je comprends bien ce que tu veux dire au fait. Et j'ai connu aussi ce problème-là. Moi, je connais des gens au premier rendez-vous qui embrassent des femmes blanches facilement. Ça se passe. Mais ils ont essayé la même chose avec les femmes noires et ça passe pas. Et c'est normal. Moi, je suis même pas étonné. Au fait, il faut adapter un peu la séduction à la femme noire. Si tu viens pour embrasser la femme noire comme ça au premier rendez-vous, ça passe pas du tout. Tu vois, il faut plutôt être un peu dans la durée, petit à petit, ça se fait naturellement, quoi. Donc ces gens-là, moi, je leur dirais, ils savent pas comment draguer une femme noire. Parce que moi, sincèrement, j'ai pas eu de problème. Hein. C'est pas pour défendre. Hein. c'est pas pour défendre, tu vois. J'ai pas eu des problèmes à sortir avec des femmes noires ici en France.
Vous voyez? Parce que ça revient souvent, les hommes noirs qui se plaignent, ouais, je me mange trop des râteaux, j'ai abandonné et tout ça. Oui, j'entends. Donc toi, tu penses qu'il y a une différence entre comment aborder une femme noire? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, franchement, ça n'a rien à voir. Genre, un premier rendez-vous avec une femme blanche, parce que j'ai aussi daté des femmes blanches avant ma phase panafricain. Quand tu fais un premier date avec une femme blanche et que tu tentes pas de l'embrasser, tu passes pour un gentleman. Ouais, lui, c'est un mec classe, machin. Mais quand tu fais un deuxième date, tu tentes pas de la kiss close, comme on dit, tu peux passer pour un gay. Hein. Ah oui, pour te dire. Carrément. Ah oui. Donc, avec les femmes blanches, vraiment, c'est plutôt ouverture d'esprit. Il faut aller cash. Il faut aller cash. Il faut vraiment montrer que tu veux quelque chose avec elle. Oui. Mais avec la femme noire, c'est pas du tout comme ça. Revenons maintenant sur les standards des femmes noires. Est-ce que les femmes noires n'ont pas des standards très élevés, beaucoup trop élevés par rapport aux hommes noirs? Je pense que les femmes noires ont des critères qui sont très élevés, dus aux réseaux sociaux. Ok. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes qui vont montrer leur vie à travers les réseaux sociaux. Ces femmes, on sait très bien qu'elles ne travaillent pas ou leur activité est un peu floue. Le fait que nos jeunes filles voient ces influenceuses-là, elles se disent qu'il faut que j'ai aussi un homme qui va me faire vivre cette vie-là. Alors que tu as entre 20 et 25 ans. Les hommes qui t'entourent ont entre 20 et 25 ans. Ils sont en train de se construire en fait. Tu ne peux pas, c'est très rare, ça existe bien sûr, mais c'est très rare de voir un homme entre 20 et 30 ans qui est milliardaire. Oui, c'est rare. C'est très rare. Donc moi je pense que déjà il faut être plus réaliste et demander que ce qu'on a. Mais concrètement, tu es en train de dire aux femmes noires de baisser leurs standards? Pas de baisser leurs standards, parce que ça dépend de tes critères. Moi, je pense qu'il faut revoir en fait ces critères, de ne pas se focaliser sur les finances, surtout si tu as entre 20 et 25 ans. Se focaliser sur quoi alors? Tu te focalises sur les valeurs de la personne. Tu te focalises sur le fait que, est-ce qu'il est ambitieux? Est-ce que tous les matins, il se lève pour aller travailler? Il a toujours des idées de business? Il est toujours en activité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est discipliné? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait se contrôler, on va dire, sexuellement? Parce que ça compte en fait dans la réussite, ça. Est-ce que tu ne penses pas que les femmes noires devraient élargir un peu leur, comment dire, leur cible, si je peux appeler ça comme ça, et ne pas seulement se focaliser sur les hommes noirs? Moi, quand je parle à mes potes filles, elles me disent non, moi les blancs, c'est pas possible. Et les Chinois, oh non, pas les Chinois. Mais finalement, hein, ça serait pas une solution ça pour éliminer un peu le célibat dans la diaspora? Bon, élargir les options. Élargir les options. Moi, je dirais que si tu as deux prétendants et qu'il y en a un qui est noir et l'autre est d'une autre communauté, il ne faut pas éliminer l'autre simplement parce qu'il n'est pas noir. D'accord. Il faut mieux essayer de voir en fait qui a les meilleures valeurs, qui est beaucoup plus bienveillant, etc. Parce que le tout n'est pas de finir avec une personne qui est de ta propre communauté, mais qui est mauvais, qui est malhonnête, qui est trompeur. Super, super, super. Bon, on s'approche de la fin. Oui. Est-ce que tu as des conseils, un mot de la fin à adresser à nos auditeurs? Un mot de fin, moi je dirais que il faut déconstruire certaines idées qu'on a reçues. Nous les Noirs, on a une histoire qui n'est pas commune. On a vécu vraiment un traumatisme et on a des séquelles. Même si aujourd'hui l'esclavage n'est plus, on a des séquelles. Ça se voit dans l'éclaircissement de la peau, le port des perruques, les hommes noirs qui, au lieu de chercher leur sœur, vont voir d'autres communautés. Il faut qu'on prenne conscience qu'on a été traumatisé et qu'on doit se reconstruire en tant que peuple, en tant que communauté. Merci beaucoup Lisiane. Merci beaucoup d'être venue sur Move to Africa. C'est une première. Si vous voulez revoir Lisiane sur Move to Africa, laissez-nous des commentaires. Dites-nous qu'est-ce que vous avez pensé de chaque thème qu'on a pu aborder. On se retrouve samedi prochain. Merci. Bye bye. Bye.